Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, mes très chers amis élèves. Je vous salue tout à l'heure pour votre courage, pour votre disponibilité dans la mesure où vous êtes tout le temps là, ici, étant des élèves qui ont soif de la connaissance, qui savent ce qu'ils veulent, qui profitent au maximum possible à cette signode que la plateforme Takana Academy vous apporte. Et donc, comme je vous l'ai toujours dit, je suis là pour vous, la plateforme est là pour vous. Et donc, profitez au maximum. Nous sommes là en tant que votre serviteur. Profitez de cette opportunité. Et je pense que ça va payer, quoi. Il ne reste que juste quelques mois, c'est le dernier virage. Alors, c'est le moment vraiment de maximiser votre chance, c'est le moment de se concentrer davantage et vraiment atteindre votre objectif à temps sans perdre trop de temps. Alors, aujourd'hui, le cours portera essentiellement sur le commentaire philosophique. Et donc, je vous ai proposé un extrait de texte pour varier un tout petit peu et inclure les élèves de la terminale S, puisqu'on est là pour tous les niveaux. Voilà pourquoi j'ai choisi le texte d'Albert Einstein. C'est une lettre adressée à son ami Selvin. Et donc, le cours d'aujourd'hui s'articulera plus précisément sur ce texte. Nous allons réfléchir ensemble sur le texte afin de dégager les différents éléments, les différentes parties qui vous seront demandées le jour de l'examen. Autrement dit, nous allons appliquer directement la méthodologie du commentaire sur le texte que nous vous avons proposé. Et quelques objectifs spécifiques vraiment à atteindre. Premièrement, dans ce travail d'aujourd'hui, l'objectif premier serait de vous permettre au moins à maximiser votre sens pour réussir une bonne introduction et aussi la conclusion. Le prochain cours, on va aussi s'appesantir sur le développement. Mais aujourd'hui, l'accent, l'objectif spécifique sera mis sur l'introduction, la réussite de l'introduction, mais aussi la conclusion. Mais maintenant, en ce qui concerne la technique d'argumentation, il n'y a qu'un souci, rassurez-vous, vous allez y parvenir. Et donc, avant de démarrer le cours, sans plus tarder, j'aimerais vous demander juste votre impression, parce qu'on a eu à travailler, il y a de cela maintenant quelques semaines, et on a eu à travailler. Est-ce que vous avez senti des améliorations par rapport à vos devoirs depuis que vous avez commencé ce cours? S'il y a des élèves parmi vous qui ont senti une certaine amélioration, c'est le moment de quand même de nous le préciser. Alors, je vous donne juste 2 minutes de temps de témoignage pour qu'on puisse s'assurer aussi de votre avancement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire un témoignage par rapport à l'amélioration? Oui, Mohamed Gueye, nous vous écoutons. J'ai Oui, man- c'est un problème de commentaire. de Philo. commentaires. Oui, Oui. c'est un problème. Mhm. Ci introduction lu ñu koy génnee. Et parlez un peu fort. Introduction. Question Oui. thème session lu ñu koy génnee la am problème. D'accord, d'accord, je comprends. Et depuis quand vous avez commencé à assister le cours? Depuis longtemps. D'accord. Et il y a le témoignage de Marie-Pierre Tian. Marie-Pierre qui dit, oui, monsieur, moi, personnellement, j'ai ressenti que mes notes en philosophie augmentent. Ah, bravo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait le même constat aussi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est rendu compte qu'après ce cours, ces contenus que Takana Academy vous a donné, est-ce que vous avez senti une certaine amélioration? Oui, Insa Sadio. Insa, vous avez la parole. Bonsoir. 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 Moi, j'ai senti des améliorations, surtout au niveau de l'anglais aussi, la philosophie. J'ai senti Mhm. des améliorations. Et aussi le français, commentaires. Avec les Oui, commentaires qu'on a fait, je comprends que les commentaires avec les méthodologies et les techniques que le prof fait pour que les élèves comprennent mieux. Donc, avec ça, j'ai senti des améliorations.
Mais bravo, hein, ça, Sadio, Takana vous remercie pour ça parce que le but c'est ça, c'est de vous rendre service, c'est au moins de faire tout pour qu'on puisse satisfaire les élèves. Si on s'est donné, si on s'est livré à une telle transparence, c'est pour au moins faire comprendre à tout un chacun que, écoutez, on est prêt à être évalué aussi pour savoir exactement ce qu'on vous donne. Est-ce qu'on vous donne quelque chose de sérieux? Est-ce qu'on vous permet de booster? Parce que c'est ça notre but. On est dur avec nous-mêmes. Si cette plateforme s'est sentie un peu en retard, ne se sent pas à la hauteur pour vous booster à avoir de bonnes notes, mais écoutez, ça n'a pas sa raison d'être. Mais puisque maintenant, parmi vous, il y a des gens qui sont conscients de cette évolution, alors nous ne pouvons que vous dire merci, bravo, nous ne sommes que là pour vous accompagner. Et donc, oui, il y a Khadija Diop aussi. On comprend bien, c'est très bien. Et donc, une dernière intervention, s'il y a quelqu'un qui veut faire aussi des témoignages, il n'y a qu'un souci, nous vous écoutons. Mais en tout cas, Takana Academy vous dit merci pour au moins ce témoignage par rapport à ce travail qui a été effectué, vous et nous, bien entendu, ensemble. Parce qu'il n'y a pas que nous, mais nous avons tous fait le travail. C'est d'abord le résultat que vous avez eu, ce n'est rien d'autre que le produit ou encore la somme des efforts que vous avez fournis, votre niveau de concentration, mais aussi la passion qui vous anime pour uniquement décrocher ce bac. Donc, s'il y a une dernière intervention, nous vous écoutons. Quelqu'un veut aussi prendre la parole? Ah oui, le micro n'arrive pas à s'afficher. Oui, bientôt, c'était juste un petit souci, ça arrive. D'accord, celui qui veut parler n'a qu'à lever la main. Alors, si oui, c'est qui? S'il n'y en a pas, on continue. D'accord. Les autres il y a beaucoup de gens qui ont écrit que plutôt parler. Il n'y a qu'un souci, ça revient même dans tous les cas, puisque tous les témoignages qui sont envoyés soit par message ou par appel direct témoignent qu'il y a des augmentations, il y a des améliorations. Alors, nous vous disons merci et nous allons sans plus tarder continuer le cours. Alors, suivez attentivement à ce que nous allons faire. Je vais juste vous donner quelques pistes, quelques techniques pour au moins comprendre le sens d'abord du texte. Parce que le problème fondamental en commentaire, c'est d'abord la compréhension du texte. Quant aux différents éléments de l'introduction, ça ne doit pas poser de problème si vous suivez attentivement. Alors, un, 2, 3. On se concentre maintenant. Laissez d'abord tout. Concentrez-vous uniquement sur le texte. Je vais faire une lecture et puis là, on va commencer à réfléchir sur le sens du texte. Il me semble que la philosophie a un rôle important à jouer dans la science. Non pas que la philosophie puisse fournir des réponses concrètes aux questions scientifiques, mais elle peut aider à clarifier les questions fondamentales qui sous-tendent la science. La science peut fournir des réponses précises à des questions spécifiques, mais elle est limitée par la méthodologie et les outils dont elle dispose. La philosophie, en revanche, peut nous aider à comprendre les présupposés et les limites de la science elle-même. Elle peut nous aider à poser les questions les plus fondamentales et à explorer les idées les plus radicales. La science, quant à elle, peut également aider à clarifier certains des concepts philosophiques les plus abstraits. Les découvertes scientifiques peuvent nous fournir de nouveaux outils pour comprendre le monde et peuvent remettre en question certaines idées philosophiques les plus anciennes. En fin de compte, la philosophie et la science sont deux domaines qui se sauvagent et se complètent mutuellement. La science fournit des réponses précises à des questions spécifiques, tandis que la philosophie nous aide à comprendre les questions fondamentales qui sous-tendent la science elle-même. En travaillant ensemble, ces deux domaines peuvent nous aider à développer une compréhension plus profonde et plus nuancée du monde qui nous entoure. Voilà ce qu'il y a lieu de dire par rapport à ce texte en termes de lecture. Quant à vous, en tant qu'élève, je vous recommande de lire autant que possible, autant de fois le texte. Et chaque lecture doit viser un objectif bien déterminé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que quand vous lisez sur un texte, fixez-vous des objectifs. Après avoir lu le texte 3, 4 fois, les autres lectures doivent être des lectures ciblées. Par lecture ciblée, j'entends par là chaque lecture que vous allez effectuer maintenant, c'est pour atteindre un objectif bien précis. Autrement dit, quand vous décidez de lire à nouveau, dites-vous, ma lecture maintenant
doit viser à relever le thème du texte. Après avoir trouvé le thème du texte, faites une autre lecture. Et cette lecture aura pour but de formuler le problème philosophique. Une fois terminé avec le problème philosophique, lisez encore uniquement pour relever la thèse de l'auteur. Lisez autant que possible. Une fois trouvé la thèse de l'auteur, lisez encore et encore pour trouver la structure du texte. Autrement dit, les différentes étapes de l'argumentation de l'auteur, les différents moments où l'auteur justifie sa thèse. Car quand on avance une thèse, on est sommé, on est obligé à la justifier, à la démontrer. De la même manière qu'en sciences, plus précisément en mathématiques, on démontre les postulats, on démontre les équations. C'est de cette même manière qu'on démontre aussi une affirmation. Quand on formule une affirmation, scientifiquement, académiquement, on est censé la justifier. Et donc, une autre lecture est censée vous permettre de répertorier les différents moments de l'argumentation de l'auteur, de repérer les différents arguments articulés par l'auteur pour justifier sa position qui est effectivement la thèse, laquelle est une réponse par rapport à la question philosophique que vous appelez communément le problème. Et le problème ne découle de rien d'autre qu'à partir du thème. Une fois maintenant trouvé la structure du texte, et là, vous allez commencer à réfléchir, c'est-à-dire à remettre en cause la thèse de l'auteur afin de pouvoir proposer ce qu'on appelle la question d'objection. Autrement dit, la question qui va vous permettre d'annoncer votre discussion. En résumé, la lecture doit être accompagnée, doit être motivée d'objectifs. La lecture doit être ciblée. Quand vous ne lisez pas n'importe comment. Je vous ai dit dès le début, vous pouvez lire plus de 5 fois sans vous fixer un objectif. Ça, c'est pour que au moins votre esprit soit habitué par rapport à certains concepts, par rapport à certaines expressions. Mais après avoir fait 5 lectures de manière générale, les autres lectures que vous allez effectuer doivent être des lectures ciblées. Dès lors, chaque lecture doit être centrée vers un objectif bien spécifique. Lisez pour trouver le thème, lisez pour formuler la question philosophique, lisez pour trouver la thèse, lisez pour trouver la structure du texte, mais réfléchissez sur la thèse de l'auteur afin de préparer ce qu'on appelle la question d'objection. Par question d'objection, j'entends par là la question qui vous permettra d'annoncer votre discussion. Objection, on a le verbe objecter, autrement dit, la question qui peut remettre en cause la thèse de l'auteur. Voilà ce qu'il y a lieu de dire en ce qui concerne la technique de lecture. Autrement dit, la lecture qu'il vous faut pour répertorier ces différents éléments. Alors, puisque c'est théorique, maintenant, passons à la pratique. On va mettre en œuvre tout ce qu'on vient de dire sur ce texte pour voir ce que ça va donner ensemble. J'ai décidé de ne pas corriger le texte, mais que l'on travaille ensemble pour vous prouver que c'est bien possible sans aucune préparation à la base, à partir de ce texte et des outils qu'on va vous donner, de trouver la quintessence du texte et de réussir son introduction. Comment faire? Suivez attentivement. On suppose qu'on a déjà lu le texte de manière générale. Maintenant, nous allons faire une lecture ciblée, autrement dit, une lecture qui va nous permettre de trouver le thème. Donc, je mets ici thème. Dans mon brouillon, je mets ici travail de brouillon. Dans mon travail de brouillon, je mets ici thème. Je dois lire pour trouver le thème. Puisque l'introduction est composée de thèmes, de problèmes, de thèses, structure du texte et la question d'objection. Encore une fois, je le précise, ce thème ne doit pas être nouveau. Question d'objection, c'est la question qui prépare la discussion. Elle n'est pas une obligation, c'est une recommandation. Mais le mieux, c'est de préciser la question que vous allez développer dans votre discussion, dès l'introduction. Alors, je vais lire pour trouver ou pour faire ressortir le thème. Ne partez pas avec l'idée sur laquelle le thème se trouve toujours sur les premières lignes ou bien à la fin. Non. Lisez, soyez fidèle au sens du texte. N'ayez aucun présupposé en amont. On lit. Il me semble que la philosophie a un rôle important à jouer dans la science. Non pas que la philosophie puisse fournir des réponses concrètes aux questions scientifiques, mais elle peut aider à clarifier les questions fondamentales qui sous-tendent la science.
La science peut fournir des réponses précises à des questions spécifiques, mais elle est limitée par la méthodologie et les outils dont elle dispose. La philosophie, en revanche, peut nous aider à comprendre les présupposés et les limites de la science elle-même. Elle peut nous aider à poser les questions les plus fondamentales et à explorer les idées les plus radicales. La science, quant à elle, peut également aider à clarifier certains des concepts philosophiques les plus abstraits. Les découvertes scientifiques peuvent nous fournir de nouveaux outils pour comprendre le monde et peuvent remettre en question certaines idées philosophiques les plus anciennes. En fin de compte, la philosophie et la science sont deux domaines qui se chevauchent et se complètent mutuellement. La science fournit des réponses précises à des questions spécifiques, tandis que la philosophie nous aide à comprendre les questions fondamentales qui sous-tendent la science elle-même. En travaillant ensemble, ces deux domaines peuvent nous aider à développer une compréhension plus profonde et plus nuancée du monde qui nous entoure. Là, j'ai lu le texte à nouveau. Et l'objectif de ma lecture, c'est de trouver le thème. Il y a des concepts que je dois souligner. Comme quel concept? Il me semble. Vous avez le concept ici en verbe d'état. Il me semble. Philosophie. Un rôle dans la science. Je souligne science. Donc, il me semble, je souligne cette expression, ce qu'on appelle les verbes d'état. Je souligne le concept de philosophie. Je souligne le concept de rôle, science. Je souligne aussi réponse concrète, question scientifique aussi, je peux souligner. Je peux souligner aussi le verbe clarifier. La science, elle revient encore. Des réponses précises, je peux souligner, il n'y a pas de problème. Limitées par la méthodologie, je souligne méthodologie. Et les outils dont elle dispose. Mais méthodologie, ça me va. La philosophie, elle revient encore, je souligne. En revanche, pour nous aider à comprendre les présupposés et les limites de la science, je souligne présupposés, limites de la science elle-même. Elle peut nous aider, c'est-à-dire la philosophie, à poser les questions. Je souligne poser les questions fondamentales, à explorer les idées les plus radicales. Je souligne aussi les idées les plus radicales. La science, le concept revient encore. Quant à elle, peut également, je mets ici également, je souligne cet adverbe, aider à clarifier certains des concepts philosophiques. Clarification des concepts philosophiques, je souligne. Les plus abstraits. Les découvertes scientifiques peuvent nous fournir de nouveaux outils, je souligne nouveaux outils, pour comprendre le monde. Oui, je souligne monde. Et peuvent remettre en question, je souligne la remise en question, certaines idées philosophiques, je mets idées philosophiques, je souligne, les plus anciennes. En fin de compte, je souligne ça, ce connecteur. La philosophie et la science, je souligne philosophie, je souligne encore science, sont deux domaines qui se chevauchent et se complètent mutuellement. Alors, je prends toute cette phrase, je la souligne. La science fournit des réponses précises à des questions spécifiques, réponses précises à des questions philosophiques, tandis que ce connecteur aussi est à souligner que la philosophie nous aide à comprendre les questions fondamentales. Je souligne ici compréhension des questions fondamentales qui sous-tendent la science elle-même. Science elle-même. En travaillant ensemble, je souligne aussi cette expression. S'il faut même, je l'encadre. En travaillant ensemble, ces deux domaines peuvent nous aider à développer une compréhension plus profonde et plus nuancée du monde. Compréhension plus profonde et plus nuancée du monde, je souligne ça. Alors, quand je souligne, maintenant, j'essaie de mettre un lien entre les termes. L'auteur commence par dire, Einstein commence par dire, il me semble que. L'adverbe il me semble joue ici un rôle important. Pourquoi? Parce qu'à travers cet adverbe, on sent, on voit et on sait que l'auteur est en train de faire un présupposé. Il suppose, d'où le verbe d'état, il me semble que. Et donc, c'est une estimation. Einstein suppose que la philosophie a un rôle important à jouer dans la science.
Quand vous prenez cette phrase, la philosophie a un rôle important à jouer dans la science, vous revenez au niveau du dernier paragraphe. Il dit, en fin de compte, la philosophie et la science sont deux domaines qui se sauvent et se complètent mutuellement. Et il dit, en travaillant ensemble. Et donc, tout de suite, il y a toujours des mots qui reviennent fréquemment. Le concept de philosophie et de science revient tout le temps. Vous comprenez? Revient tout le temps. Et donc, qu'est-ce qu'il met en relation? Quel est l'élément à partir duquel il arrive à confronter la philosophie et la science? Il insiste d'abord sur le concept de rôle important que la philosophie doit jouer. Et donc, tout de suite, le thème est clair. Qu'est-ce qu'il ne faut pas d'abord comprendre dans ce texte? Il n'est nullement question, il n'y a nulle part, pour s'assurer d'abord, où Einstein parle de l'opposition entre philosophie et la science. Il ne parle pas d'opposition. Donc là, c'est quelque chose à tenir d'abord. Dans ce texte, ce qu'il n'a pas dit, c'est quoi? Il n'a pas dit qu'il y a une opposition entre philosophie et science. Et donc, qu'est-ce que Einstein affirme? Puisqu'il ne parle pas d'opposition, il parle plutôt du rôle que la philosophie doit jouer dans le développement de la science. Et donc, le thème est clair. Dans ce texte d'Einstein, il est question du rôle de la philosophie dans l'activité scientifique. Donc, j'écris ça, le rôle de la philosophie dans l'activité scientifique. Donc, ça, c'est le thème du texte. Je justifie cela. Pourquoi? Parce que du début du texte jusqu'à la fin, il y a le concept de philosophie qui vient fréquemment, il y a le concept de philosophie et de science qui est là fréquemment. Et Einstein insiste sur le rôle que la philosophie joue dans l'activité scientifique. Par conséquent, du début jusqu'à la fin, dans tous les paragraphes, il y a toujours ces liens, cette confrontation qu'il met en œuvre entre la philosophie et la science. Et donc, c'est très clair que ici, dans ce texte, Einstein parle de la contribution de la philosophie dans l'activité scientifique ou encore le rôle que la philosophie joue dans l'activité scientifique. Donc, à ce niveau, le thème est très clair. Et il commence par faire un présupposé, il commence par supposer. D'où l'adverbe, il me semble que. Alors, puisque j'ai fait une lecture qui m'a permis de trouver le thème, maintenant, l'autre objectif, c'est de formuler le problème philosophique. Pour le problème philosophique, puisque c'est le thème après la thèse, je dois m'assurer que tous les éléments de l'introduction sont là et après, je vais les réunir. Donc ça, c'est un travail de brouillon. Pour le problème philosophique, pas la peine même de faire une lecture. Pourquoi? Parce que la méthode, elle est simple. Quand tu trouves le thème du texte, transforme ce thème sous forme de question, tu as le problème philosophique. Autrement dit, ce que vous appelez problème philosophique ou question philosophique n'est rien d'autre qu'une transformation du thème sous forme de question. C'est ça qu'on appelle la question philosophique ou encore le problème. Alors, dans ce cas pareil, puisque ici, il est question du rôle de la philosophie dans l'activité scientifique, le problème qui se pose ou la question que l'on peut formuler à partir de ce thème est simple. Quel est le rôle que joue la philosophie dans l'activité scientifique? Ou encore, vous pouvez dire, quelle est la contribution de la philosophie dans l'activité philosophique? Quel est le rôle que joue la philosophie dans l'activité scientifique? Et là, vous avez votre problème philosophique que vous appelez aussi la question philosophique. Alors, maintenant que nous avons trouvé le problème philosophique, il reste quoi? La thèse. Je mets ici thèse. La thèse, je dois lire. Et donc, à partir de cette question, la réponse, elle est claire. La réponse est claire. La thèse se trouve déjà même dans le thème. Selon Einstein,
La philosophie, effectivement, doit aider la science à explorer certains horizons, plus précisément sur la question méthodologique. Autrement dit, la philosophie doit contribuer dans l'activité scientifique pour lui permettre de se poser des questions fondamentales. C'est ça la position d'Einstein. L'apport de la philosophie par rapport à la science, c'est de permettre à la science de se poser des questions fondamentales, de franchir ses limites. Et là, c'est du point de vue méthodologique. Autrement dit, face aux limites scientifiques liées à la méthodologie, la philosophie doit jouer un rôle permettant à la science de se poser des questions fondamentales. Donc ça, c'est la position d'Einstein par rapport, encore une fois, au rôle que la philosophie doit jouer dans l'activité scientifique. Donc, encore une fois, pour reformuler la thèse, selon Einstein, face aux limites liées à la méthodologie scientifique, la philosophie doit servir à la science de réflexion par rapport à des questions fondamentales. Et donc, je formule ça de manière simple. Selon Einstein, la philosophie doit, doit permettre aux scientifiques de se poser des questions fondamentales. Donc ça, c'est la position d'Einstein. Afin, vous pouvez continuer aussi, afin d'avoir une compréhension globale du monde. Hein. On peut ajouter ça aussi. Pour avoir une meilleure, pour avoir une meilleure compréhension du monde. Donc ça, c'est la position d'Einstein. Selon lui, la philosophie doit permettre aux scientifiques de se poser des questions fondamentales pour avoir une meilleure compréhension du monde. Donc, quelqu'un d'autre pour formuler la thèse d'une autre manière. Pour Einstein, la philosophie, tout comme la science, doivent s'unir, doivent travailler en synergie afin d'avoir une meilleure compréhension du réel. Autrement dit, la philosophie doit contribuer dans l'activité scientifique afin de permettre à cette dernière d'avoir une meilleure perception du monde. Donc, vous pouvez formuler la thèse autant que possible. Ça, c'est juste un exemple. Donc, à la question, quel rôle joue la philosophie dans l'activité scientifique? Selon Einstein, la philosophie doit permettre aux scientifiques de se poser des questions fondamentales pour avoir une meilleure compréhension du monde. Et pour cela, vous allez voir ce que Einstein dira toute la suite. Donc, on a trouvé la thèse. Maintenant, nous allons essayer de dégager la structure du texte. Donc, j'écris toujours sur mon brouillon, structure du texte, ce que vous appelez plan. Structure du texte. Ou encore, plan. Hein. Structure du texte, je mets entre parenthèses plan. Alors, pour le plan, puisqu'il y a deux possibilités, soit on vous donne un texte à bloc unique, autrement dit, où il n'y a pas de paragraphe, tout est serré, souvent c'est ça qu'on vous donne au bac, soit on vous donne un texte, soit on vous donne un texte où il y a des paragraphes. Maintenant, si c'est un texte où il n'y a pas de paragraphe, c'est-à-dire d'alinéa, le texte est en bloc unique, tout est serré. Pour trouver la structure du texte, référez-vous au connecteur logique, au mot de liaison. C'est important. Référez-vous aux grandes idées
On n'explique pas le texte. Ou encore, l'auteur ne construit pas son texte en argumentation ligne par ligne. Non, on n'explique pas le texte ligne par ligne. Ça ne se fait pas en philo. Un texte est structuré, c'est comme une maison, est structurée. Et la structure d'un texte se manifeste à travers les idées. C'est fait à travers des idées, des arguments. Et donc, ne vous dites jamais que je vais compter les lignes pour faire ressortir l'essence générale. Non. Si vous faites ça, ça sera une erreur monumentale. Encore une fois, pour faire ressortir les différentes parties du texte, faites référence aux idées, faites référence aux connecteurs logiques. Pourquoi? Parce que les idées sont reliées par des connecteurs logiques, ce que vous appelez des mots de liaison. Et donc, référez-vous d'abord aux mots de liaison, soulignez-les. Mais si le texte encore est sous forme de paragraphe, alors là, c'est simple. Très souvent, je dis bien, à 90%, tous sont d'accord que le nombre de paragraphes est équivalent au nombre d'idées, c'est-à-dire au nombre de parties. Parce que quand on construit selon les règles de la construction du paragraphe, un paragraphe est censé manifester, révéler un nouveau argument, une nouvelle idée. Et donc, chaque paragraphe, dans ce cas, manifeste ou justifie ou traduit ou exprime une idée ou encore un argument. C'est ainsi que la répartition ou le nombre de paragraphes, dans ce cas, devient équivalent au nombre de parties, au nombre de structures ou encore d'idées. Et donc, puisque notre texte contient combien de paragraphes? Un, 2, 3, 4. Alors, nous allons répartir le texte en 4 parties. Il peut y avoir que 2 paragraphes expriment la même idée. Dans ce cas, vous faites juste un travail de synthèse. Vous prenez les paragraphes qui expriment les mêmes idées, vous résumez, et à partir de là, vous allez faire la structure du texte. Ce n'est pas vous qui allez décider la division du texte, mais c'est plutôt l'auteur. C'est lui qui décide son argumentation. Et donc, il faut vraiment respecter son argumentation. Maintenant, pratiquons. Dans le premier paragraphe, quelle est l'idée développée? Il y a des questions pour trouver. Qu'est-ce que l'auteur fait et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que l'auteur fait? C'est une manière de vous dire, pour faire ressortir une idée, il faut observer ce que la personne fait. Après observation, qu'est-ce que l'auteur fait? Ça vous permet de savoir ce qu'il dit. Donc, comprenez ça comme ça. Observez d'abord ce que l'auteur fait. Alors, posons la même question. Qu'est-ce que l'auteur est en train de faire? Il, il commence d'abord par un verbe d'état, en supposant que la philosophie doit jouer un rôle important dans la science. Non pas que la philosophie doit fournir des réponses concrètes aux questions scientifiques, mais peut aider à clarifier les questions fondamentales. Il insiste beaucoup sur cette expression fondamentale qui sous-tend la science. Et donc ici, dans le premier paragraphe, je mets paragraphe 1. Paragraphe 1, je mets 2 points. Je mets l'idée, le titre du paragraphe. Ici, dans ce paragraphe, Einstein parle du rôle de la philosophie dans l'activité scientifique, ou encore la contribution, ou encore je mets l'apport. C'est la même chose. L'apport de la philosophie dans l'activité scientifique. Donc ça, c'est la première idée du premier paragraphe. Je mets ici paragraphe 1. Alors, paragraphe 2. Quelle est l'idée? Einstein dit que la science peut fournir des réponses précises à des questions spécifiques, mais elle est limitée par la méthodologie et les outils dont elle dispose. On peut même se poser la question de savoir quels sont ces outils. Et là, implicitement, Einstein fait référence aux outils, hein, aux instruments de mesure,
aux concepts. Hein. Donc ça aussi, il faut tenir en compte, mais aussi à la complexité du réel. La philosophie, en revanche, peut nous aider à comprendre les présupposés et les limites de la science elle-même. Elle peut nous aider à poser les questions les plus fondamentales et à explorer les idées les plus radicales. Et donc, dans le premier paragraphe, Einstein parle effectivement de l'apport de la philosophie dans l'activité philosophique. Dans le paragraphe 2, Einstein parle de la contribution de la philosophie face aux limites méthodologiques de la science. La contribution de la philosophie face aux limites méthodologiques de la science. Donc, dans le deuxième paragraphe, effectivement, il nous parle de l'apport, de la contribution de la philosophie face aux limites méthodologiques de la science. Dans le premier paragraphe, il parle juste du rôle de la philosophie, mais il n'a pas précisé où exactement la philosophie doit jouer son rôle. Dans le deuxième paragraphe, il commence par nous préciser le premier rôle de la philosophie dans l'activité scientifique. Et ce premier rôle-là, c'est un rôle lié à la méthodologie scientifique. Autrement dit, la méthodologie scientifique connaît des limites. Et donc, le but ou le rôle de la philosophie, ou encore la contribution de la philosophie, est effectivement de permettre aux scientifiques de remettre en cause, de, comment dirais-je, de réviser leurs méthodes afin d'explorer d'autres questions. Et cela amènera aux scientifiques de se poser sur des questions fondamentales. Et donc, la première contribution de la philosophie par rapport à la science, ou encore l'aide que la philosophie doit comment dirais-je, apporter à la science, est orientée d'abord sur le plan méthodologique. Donc ça, c'est important. C'est du point de vue méthodologique d'abord que la philosophie, effectivement, doit permettre aux scientifiques de mieux voir, de mieux questionner ou encore de remettre en cause certaines choses afin de se poser des questions les plus fondamentales. Maintenant, donc, on a l'idée du premier paragraphe et du deuxième. Maintenant, dans le troisième paragraphe, qu'est-ce qu'Einstein fait et qu'est-ce qu'il dit? La science, quant à elle, peut également aider à clarifier, peut également. Voilà pourquoi j'ai encadré cet adverbe également. Peut également aider à clarifier certains des concepts philosophiques les plus abstraits. Les découvertes scientifiques peuvent, peuvent nous fournir de nombreux outils pour comprendre le monde et peuvent remettre en question certaines idées philosophiques les plus anciennes. Dans le troisième paragraphe, je mets ici paragraphe 3. Einstein parle aussi de la contribution de la science face aux limites ou aux problèmes conceptuels, aux problèmes liés aux concepts abstraits de la philosophie. Et donc, dans le troisième paragraphe, encore une fois, Einstein parle de l'apport ou encore du rôle que joue la science vis-à-vis des concepts abstraits de la philosophie. En langage simple, dans le troisième paragraphe, ici, il est question du rôle, le rôle de la science dans le rôle de la science vis-à-vis des concepts, vis-à-vis des concepts abstraits de de la de la philosophie. Alors, ou bien encore, quelqu'un peut aussi dire, dans le troisième paragraphe, Einstein montre l'apport de la science euh, pour permettre à la philosophie
comment dire, de simplifier les concepts abstraits. Donc ça aussi, ça peut être une autre formulation. Et donc, il n'y a pas qu'une seule formulation, c'est juste des exemples que je vous donne. Et maintenant, c'est à vous de formuler par rapport à votre propre vocabulaire. Mais encore une fois, dans ce troisième paragraphe, Einstein montre que oui, parce que quand vous faites la comparaison, vous allez voir, dans le deuxième paragraphe, il montre l'apport de la philosophie par rapport à la science, plus précisément d'un point de vue méthodologique. Dans le troisième paragraphe, il montre aussi que la science contribue effectivement à une facilitation des concepts abstraits que regorge la philosophie. Et au bout du compte, dans le quatrième paragraphe, paragraphe compte, 4, qu'est-ce qu'il fait? Einstein fait une conclusion. Je justifie. C'est une conclusion parce qu'ici, on a un connecteur logique qui effectivement marque la conclusion. Et quel est ce connecteur? En fin de compte. Donc tout se justifie aussi à travers les termes. C'est lui qui le dit, pas moi ni vous. Il dit en fin de compte. Et donc ici, dans le quatrième paragraphe, on sait que l'auteur est en train de conclure, il est en train de résumer. Mais qu'est-ce qu'il résume exactement? Ce qu'il résume, c'est tout ce qu'il vient de dire. Or, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit dans le premier paragraphe que la philosophie doit jouer un rôle important dans l'activité scientifique. Dans le deuxième paragraphe, il nous précise ce rôle que la philosophie doit jouer par rapport à l'activité scientifique, qui est plus précisément la question de la méthode. Dans le troisième paragraphe, il précise aussi que, oui, quand bien même que la philosophie doit booster à la science de revoir sa méthodologie, qui est limitée, mais en même temps, la science aussi doit permettre à la philosophie de simplifier ces concepts qui sont souvent abstraits, qui sont souvent incompris par rapport au grand public. Et donc la science permet de rendre visibles les concepts abstraits ou encore invisibles de la philosophie. Et donc c'est un travail de simplification que la science aussi joue dans l'activité philosophique. Et donc, dans le deuxième paragraphe, la philosophie aide la science. Dans le troisième paragraphe, la science aussi aide la philosophie. Et dans le quatrième paragraphe, il fait une conclusion. Il dit, en fin de compte, la philosophie et la science sont deux domaines qui se sauvagent, qui se complètent mutuellement. La science fournit, il justifie pourquoi elle se complète, parce qu'elle fournit des réponses précises à des questions spécifiques, tandis que la philosophie nous aide à comprendre les questions fondamentales qui sous-tendent la science elle-même. En travaillant ensemble, ces deux domaines peuvent nous aider à développer une compréhension plus profonde et plus nuancée du monde qui nous entoure. Et donc, dans le quatrième paragraphe, Einstein conclut que finalement, la philosophie et la science doivent se compléter, doivent travailler en synergie. Ces deux domaines qui se convergent. Et donc, dans le quatrième paragraphe, je formule la philosophie, je mets ici Einstein, conclut que la philosophie et la science doivent collaborer pour une meilleure compréhension, pour une meilleure compréhension, pour une meilleure compréhension du monde, mais aussi, mais aussi des questions existentielles. Alors, là, vous avez fini avec la structure du texte. Pour vous résumer, en deux phrases, tout ce que Einstein a dit dans ce texte,
Retenez ceci. Dans ce texte d'Einstein, il est question de la contribution de la philosophie dans l'activité scientifique. Et pour lui, la philosophie doit permettre à la science de remettre en cause les limites de sa méthodologie pour mieux avoir une meilleure compréhension fluide et claire. Mais également, la science doit aussi permettre à la philosophie une facilitation, une compréhension de ces concepts qui sont souvent abstraits. Et au bout du compte, selon lui, les deux doivent collaborer afin de permettre à l'homme d'avoir une meilleure compréhension du monde, mais aussi une meilleure compréhension de soi. Voilà la quintessence, l'idée fondamentale de ce texte d'Einstein. Et donc sa thèse, elle est claire. Il n'y a jamais eu d'opposition entre la philosophie et la science. Il ne faut pas les distinguer. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est que la philosophie, tout comme la science, sont des domaines qui doivent s'unir, qui doivent interagir, qui doivent se connecter, converger, afin de permettre à l'homme de mieux comprendre le monde qui lui est extérieur, le réel, mais en même temps de se connaître ce qu'il nomme des questions existentielles ou fondamentales. Et donc, c'est ça la position d'Einstein. Il exclut toute distinction, toute séparation des disciplines, plus précisément la philosophie et la science. Il prône en revanche l'interaction, l'interdisciplinarité, le terme fréquent aujourd'hui qu'utilisent les scientifiques, un holisme épistémologique. Autrement dit, toutes les sciences aujourd'hui doivent se collaborer afin de permettre à l'homme de mieux comprendre le réel, mais aussi soi. Pourquoi? Parce que le réel est complexe. Les outils dont Einstein parle dans ce texte scientifique sont limités. Effectivement, par exemple, aujourd'hui, grâce aux différentes technologies, aux outils technologiques que que les scientifiques disposent, même la NASA, on n'arrive pas à percevoir certains mystères ou l'interaction qui se passe entre les particules au sein d'un trou noir. Ce n'est pas possible, puisque le trou noir n'émet pas de lumière. Et là, je taquine un tout petit peu les élèves de S, je vous parle, j'utilise aussi votre jargon afin de faciliter la compréhension. Et donc, vous savez très bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas percer les mystères d'un trou noir, ni de l'énergie noire, mais aussi de la matière noire. En parlant de matière noire, parce que tout simplement, les particules n'émettent pas de lumière pour interagir avec les corps à l'échelle macroscopique tels que les étoiles, les galaxies. Aujourd'hui, les particules ou la lumière qui se trouve dans la matière noire n'est pas libérée. Et par conséquent, il n'y a pas une interaction directe entre la matière noire et la matière, ce que les physiciens nomment naturelle. C'est-à-dire, j'ai fait allusion aux galaxies, j'ai fait allusion aux étoiles et aux satellites. Et donc, pour qu'il y ait une interaction directe entre les particules, la matière noire et effectivement les galaxies, il va falloir que la matière noire puisse libérer sa lumière. Et donc, on parle d'une interaction indirecte. Et c'est valable aussi pour l'énergie noire, pour qui, par exception, arrive à interagir, mais de manière indirecte avec les autres matières naturelles. Et donc, ce que je suis en train de vous dire par là, la science dispose aujourd'hui des télescopes tellement puissants. J'ai fait allusion au télescope de Hubble qui nous a permis ou qui a permis aux scientifiques effectivement de prouver ou d'apporter une des preuves fondamentales consistant à l'expansion de l'univers qui a été effectivement comment dirais-je, prévu par la théorie de la relativité générale d'Einstein, puisque c'est ce que ces équations avaient prédit, que l'univers est en expansion. Autrement dit, l'univers augmente de taille, mais avec le télescope de Hubble, Hubble a pu effectivement montrer comment apporter une preuve. Hein, en observant effectivement le déplacement des galaxies, il s'est rendu compte que la lumière bleue est là, orientée. Et donc, du coup, ce qui signifie que, comment dirais-je, les galaxies s'éloignent les unes les autres. Et vous avez aussi une autre preuve qu'on appelle aujourd'hui le fond diffus cosmologique, et donc trouvé par Penzias. Et sans entrer trop dans les détails, mais comprenez ceci, malgré ou bien, quand bien même que la science dispose des outils technologiques très puissants, mais jusqu'à présent, du point de vue méthodologique, il y a des débats. Et même les concepts
tel que l'affirme Jean-Pierre Luminex. Aujourd'hui, du point de vue conceptuel, la science connaît des problèmes. Il y a une limite de la rationalité scientifique. Et l'une des perspectives ou des hypothèses, en tout cas, qui sont avancées, consiste à dire aujourd'hui, si on doit permettre à la science de voir mieux, il va falloir que nous revisitions, il va falloir que nous remettions en cause aussi notre démarche méthodologique. Pourquoi ne pas faire recours à d'autres méthodes comme l'intuition, autrement dit à la spiritualité? Voilà pourquoi aujourd'hui toutes les sciences sont obligées d'interagir afin de permettre à l'homme d'avoir une compréhension globale du réel. Parce que c'est le vœu d'Einstein, même dans son livre intitulé Conception scientifique du monde, ou encore L'évolution des idées en physique, ou encore dans son article La relativité restreinte et générale, la thèse d'Einstein était claire. Durant toute sa vie, il voulait coûte que coûte unifier les grandes forces fondamentales, à savoir la gravitation, l'électromagnétisme, l'interaction forte et l'interaction faible. Et donc, du coup, voilà pourquoi il avait eu cette ambition de mettre en place ce qu'on appelle, écoutez attentivement, la théorie du tout. Et cette théorie du tout, malheureusement, Einstein ne l'a pas vécue. Et aujourd'hui, il y a énormément de scientifiques qui tendent, qui se convergent vers cet objectif, vers cet idéal. Comment permettre aujourd'hui à trouver une loi qui peut nous permettre à la fois d'unir les objets à l'échelle macroscopique et des objets à l'échelle microscopique. Autrement dit, comment lier la physique quantique de la relativité d'Einstein. C'est tout le problème, c'est tout le défi majeur aujourd'hui de la cosmologie moderne ou encore de la science moderne. Et donc, encore une fois, l'idée fondamentale qu'il faut retenir, ou ce que vous devrez apprendre par rapport à ce texte d'Einstein, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un monde où il est question de séparer les sciences. Ce ne sont que des pipeaux, ce ne sont que encore une fois, des illusions. En science, il y a un principe appelé le principe de non-séparabilité. Et vous allez le trouver développé dans le texte, effectivement, comment dirais-je, d'un brillant physicien, d'Espagnan, oui, d'Espagnan, son livre intitulé À la recherche du réel. Jean d'Espagnan, je pense bien, c'est ça. Et donc, on a trouvé le thème, on a trouvé le problème, la thèse et la structure du texte. Maintenant, il faut chercher ce qu'on appelle la question d'objection. Quand je dis question d'objection, ne vous cassez pas la tête. La question d'objection, mes chers amis, c'est juste une question qui nous permet d'objecter la thèse. Autrement dit, de formuler l'idée que nous allons développer dans la discussion. Donc, la question d'objection, comprenez-le encore une fois, c'est juste une question qui nous permet de mieux préparer notre discussion. C'est juste ça. Et encore une fois, dans l'introduction, ce n'est pas une obligation de la préciser dès l'introduction, c'est un idéal par contre. Si vous ne pouvez pas la formuler dès l'introduction, il n'y a pas de problème. Dans la discussion, faites une transition et montrez-nous la discussion. Pour trouver la discussion, comment faire? Visualisez la thèse de l'auteur d'abord. C'est à partir de la thèse que vous allez formuler votre discussion. La discussion peut se faire de deux manières. Soit par une critique positive, soit par une critique négative. Autrement dit, vous pouvez remettre en cause la thèse de l'auteur soit en la conservant puis la dépasser, c'est-à-dire vous êtes d'accord avec l'auteur, mais vous évoquez d'autres auteurs qui partagent la même idée qu'Einstein. Sur quoi? Sur l'idée d'interaction entre philosophie et science. Tout auteur, tout philosophe qui soutient cette thèse, vous pouvez la convoquer dans votre discussion. Et là, si vous faites ce qu'on appelle une critique positive. Par critique positive, j'entends par là une critique que l'on formule par rapport à la thèse, laquelle consiste à conserver la thèse de l'auteur tout en la dépassant en faisant recours à d'autres auteurs qui partagent le même avis que l'auteur. Hormis la critique positive, il y a aussi ce qu'on appelle une critique négative. Par critique négative, j'entends par là le fait de formuler une autre thèse qui s'oppose à la thèse de l'auteur. Là, vous ferez recours à des auteurs qui ne partagent pas la thèse de l'auteur. Autrement dit, tout auteur, tout penseur qui estime qu'il est nullement question de vouloir réconcilier la philosophie et la science, mais qui prône leur divergence, alors vous servira de formuler ce qu'on appelle une critique négative. C'est-à-dire, vous allez faire un travail de déconstruction, vous allez déconstruire, remettre en cause la thèse d'Einstein
pour mettre en place une nouvelle thèse, différente de celle d'Einstein. Là, c'est ce qu'on appelle une critique négative. Encore une fois, vous avez le choix. La question d'objection peut être une question qui conserve la thèse de l'auteur tout en la dépassant. Là, on parle là d'une critique positive. Je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, je propose un autre point de vue. Exemple. Imaginons, supposons que nous ayons organisé une réunion pour notre journée de Fosco. Certains disent, pour réussir notre Fosco, il faut qu'on il faut qu'on communique dans les réseaux sociaux. Toi, tu viens, tu dis, mais chers amis, je suis parfaitement d'accord avec votre stratégie de communication, mais j'aurais voulu que l'on ajoute aussi une autre idée, c'est-à-dire de descendre aussi sur le terrain. Autrement dit, communiquons, oui, dans les réseaux sociaux, mais en même temps, faisons porte à porte. Autrement dit, descendons sur le terrain et discutons en présentiel avec nos interlocuteurs, avec le grand public. Et là, vous avez formulé une critique positive. Pourquoi? Parce que vous êtes d'accord avec la proposition qui a été suggérée par votre ami, mais vous lui avez proposé une autre suggestion et vous lui avez proposé autre chose, une autre idée. Ça s'appelle une critique positive. Prenons l'exemple du cas d'une critique négative. On suppose que le prof nous pose une question. Laquelle? La voici. L'argent a-t-il de la valeur? Monsieur X dit, pour moi, l'argent fait le bonheur. Mais Monsieur Y vient dire, pour moi, l'argent ne fait pas le bonheur, mais plutôt le malheur. Là, dans ce cas, Monsieur Y a fait une critique négative par rapport à Monsieur X. Pourquoi? Parce qu'il s'oppose à l'idée de Monsieur X. Ça s'appelle de la critique négative. Voilà, encore une fois, ce qu'il y a lieu de comprendre en ce qui concerne les différentes critiques ou les deux critiques qu'on peut formuler par rapport à la thèse de l'auteur. Encore une fois, j'insiste sur une chose. Quand vous formulez la critique, ce n'est pas les arguments, mais c'est plutôt la thèse qu'il faut répertorier d'abord, qu'il faut visualiser, et à partir de là, vous allez formuler une autre position. Dans ce cas précis, soit vous pouvez dire qu'on ne doit pas, que la philosophie et la science ne doivent pas interagir parce qu'elles sont deux domaines différents. Dans ce cas, on parlera toujours de divergence entre philosophie et science. Mais pour être un peu éloquent, pour être un peu audacieux, nous allons éviter cette posture et nous concentrer maintenant sur l'hypothèse d'une, comment dirais-je, d'un soutien par rapport à la thèse d'Einstein. Dans ce cas, comment ça va se faire? Einstein n'est pas le seul à soutenir une telle position. Et donc, dès l'Antiquité, effectivement, la science et la philosophie n'étaient pas du tout séparées. La science et la philosophie étaient liées. On arrivait à comprendre les questions que l'on se pose d'un point de vue philosophique avec l'apport de la science, plus précisément par des outils mathématiques. Autrement dit, au commencement dans l'Antiquité, les hommes se posaient des questions sur les mystères de l'univers. Mais qui sommes-nous? D'où venons-nous? Le ciel, qu'en est-il des satellites? Pourquoi les choses sont tellement ordonnées? Pourquoi cette harmonie dans l'espace, dans l'univers? On se posait ces questions. Mais avec la science, plus précisément, l'outil mathématique, on a eu des réponses, des preuves. Et là, quand je donne un tel exemple, je fais allusion à Isaac Newton qu'on ne peut pas ignorer. Isaac Newton, dans son livre intitulé Les Principia mathématiques de la philosophie naturelle, dans ce livre, effectivement, Newton combine la philosophie et la science, plus précisément la mathématique, afin de faciliter la compréhension, effectivement, du monde. Autrement dit, comment dirais-je, les objets terrestres et les objets célestes, d'où sa fameuse loi de la gravitation, laquelle réconcilie les objets terrestres des objets célestes. Donc, d'où le concept ou l'expression la gravitation universelle. La même force qui fait mouvoir les objets terrestres, c'est cette même force qui fait mouvoir les corps célestes, c'est-à-dire les planètes. Donc, si une pomme tombe, la force qui est à l'origine de cette chute de la pomme sur Terre, c'est cette même force qui est à l'origine de l'orbite des planètes autour du
du Soleil. Voilà comment Newton est parvenu effectivement à mettre en place ou formuler sa fameuse loi de la gravitation qui repose sur trois principes effectivement fondamentaux. Donc ça, c'est quelque chose à retenir. C'est un exemple qui peut nous permettre effectivement de conforter l'idée d'Einstein selon laquelle la science et la philosophie doivent interagir afin de permettre une nouvelle compréhension. En dehors d'Isaac Newton, parce qu'à l'époque, effectivement, tous les penseurs, on les appelait des polymathes. Polymathe signifie quoi? Tout intellectuel qui s'intéressait à toute forme de connaissance est appelé polymathe. À partir du XXe siècle, effectivement, il y a un auteur, un brillant auteur du nom de Dessert, dans un article intitulé L'apport de la métaphysique à la physique, métaphysique ici dans le sens philosophique, c'est-à-dire l'apport de la philosophie à la physique. Euh, Dessert, qu'est-ce qu'il nous dit? Dès le début de son texte, il dit ceci. Avant Einstein, toute la science était séparée. Et là, il parle du XVIIe jusqu'au XIXe siècle. Mais après Einstein, toutes les sciences ont commencé à interagir. Et il conclut en disant ceci. Chaque science développée aboutit à une compréhension fondamentale du réel. Et donc, pour dire avec Dessert dans son article que toutes les sciences aujourd'hui sont obligées de s'entraider, sont obligées d'interagir, sont obligées d'interconnecter. Ce que nous appelons avec le concept scientifique d'aujourd'hui le holisme ou encore l'holographie. Mais maintenant que nous avons parlé de la question d'objection, on fait le choix, on fait une critique positive. Donc, si c'est une critique positive, nous allons dire que, en dehors d'Einstein, ou bien encore, l'idée d'interaction, je mets ici, la thèse d'interaction entre, entre philosophie et science trouve écho chez certains penseurs, comme, là je mets directement, comme Newton et Stephen, et Stephen Hawking. Stephen Hawking est un physicien, théoricien anglais. Et donc, là, j'ai précisé, ça c'est ma question d'objection. Alors, ça c'est un travail de brouillon, mais maintenant, on va essayer de mettre les différents éléments ensemble. Je mets ici introduction, introduction proprement dite. Puisque dès le début du texte, vous avez vu, c'est facile. Vous faites un retrait, vous dites, dans ce texte d'Einstein, virgule, il est question, il est question du rôle. Je commence par d'abord présenter le thème. Il est question du rôle de la philosophie dans, dans l'activité scientifique. Point. Soyez les plus simples. Sujet, verbe, complément. Point. Vous avez présenté le thème. Et j'enchaîne maintenant avec le problème. Dans l'introduction, on ne revient jamais à la ligne. Ça doit être en bloc unique.
Dans ce texte d'Einstein, virgule, il est question du rôle de la philosophie dans l'activité philosophique. J'ai présenté le thème. Je dois enchaîner avec le problème. J'ai dit, à la question, 2 points. N'oubliez pas, tout ça, on l'a mis dans le brouillon. À la question, quel rôle, quel rôle la philosophie, quel rôle la philosophie joue dans l'activité scientifique? Je mets ici point virgule, ou bien je mets, si c'est point virgule, c'est une question indirecte, ou bien je mets point d'interrogation, j'enseigne avec la thèse. Là, je viens de formuler le problème. J'enseigne avec la thèse, j'ai dit, Einstein soutient que la philosophie doit permettre aux scientifiques face aux limites, face aux limites, face aux, face aux limites méthodologiques de se poser des questions fondamentales pour avoir une meilleure compréhension, pour avoir une meilleure compréhension du monde. Là, j'ai présenté la thèse, j'enseigne directement avec la structure du texte. J'ai dit, pour justifier sa thèse, virgule, il commence par aborder le rôle de la philosophie dans la recherche scientifique. Dans la recherche scientifique, virgule, dans la recherche scientifique. Puis, je présente l'idée de du deuxième paragraphe. Puis, il précise, il précise la contribution, il précise la contribution de la philosophie
dans le travail scientifique d'un point de vue méthodologique. D'un point de vue méthodologique. Point virgule. En outre, il attire notre attention sur le rôle, sur le rôle que joue aussi la science par rapport au concept abstrait, par rapport au concept abstrait de de la philosophie. Et enfin, et enfin, il termine par préciser, il termine par préciser Il termine par préciser l'interaction entre la philosophie et la science. Alors, j'ai fini de présenter la structure du texte. Maintenant, je formule ma question d'objection. En quoi disant, je dis, par exemple, cette thèse d'Einstein nous invite à réfléchir. Là, moi, je fais une critique positive. Je dis que cette thèse nous invite à réfléchir sur, sur la question suivante. Sur la question suivante. N'y a, n'y a-t-il pas d'autres auteurs, virgule, comme Newton et Hawking, Stephen Hawking, qui, qui soutiennent la même thèse, la thèse de l'interaction entre philosophie et science, la thèse de l'interaction entre philosophie et science. Et là, vous avez fini votre introduction. Donc, je lis l'introduction pour que vous puissiez me voir. C'est un peu long parce que je saute des lignes. Dans ce texte d'Einstein, il est question du rôle de la philosophie dans l'activité scientifique. Là, je vous coche même pour que vous puissiez mieux voir. Le thème commence par là et se termine ici. Dans ce texte d'Einstein, il est question du rôle de la philosophie dans l'activité scientifique.
Point. Le problème commence ici. À la question, quel rôle la philosophie joue dans l'activité scientifique, ici se termine le problème philosophique. La thèse s'enseigne. Einstein soutient que la philosophie doit permettre aux scientifiques, face aux limites méthodologiques, de se poser des questions fondamentales pour avoir une meilleure compréhension du monde. La thèse s'arrête ici. Qu'en est-il de la division du texte? J'ai dit, pour justifier sa thèse, il commence, c'est-à-dire Einstein, par aborder le rôle de la philosophie dans la recherche scientifique. Ça, c'est l'idée du premier paragraphe. Puis, il précise la contribution de la philosophie dans le travail scientifique d'un point de vue méthodologique. L'idée du deuxième paragraphe. En outre, il attire notre attention sur le rôle que joue aussi la science par rapport au concept abstrait de la philosophie. L'idée du troisième paragraphe. Et enfin, il termine par préciser l'interaction qui existe entre la philosophie et la science. Là se termine la structure du texte. Maintenant, j'ai formulé ma question d'objection en décidant de faire une critique positive. J'ai dit, cette thèse nous invite à réfléchir sur la question suivante. J'aurais pu mettre cette thèse d'Einstein. Cette thèse d'Einstein nous invite à réfléchir sur la question suivante. N'y a-t-il pas d'autres auteurs comme Newton et Hawking qui soutiennent la même thèse de l'interaction entre philosophie et science? Là, j'ai formulé ma question d'objection. Autre chose à préciser. Comprenez ceci. Il n'y a pas une seule manière de présenter le thème. D'autres professeurs, là, je vous montre juste une méthode directe et simple. Pour certains professeurs, et c'est pour tout le monde d'ailleurs, je dirais, l'idéal, c'est de présenter le terme en faisant un contexte historique, au lieu de venir directement présenter le thème. Par exemple, vous pouvez dire, à travers l'histoire, le débat sur le rapport entre les sciences a toujours attiré l'attention des penseurs. Car du moment que certains pensent que les sciences doivent être séparées, distinguées, d'autres estiment que l'interdisciplinarité entre les sciences est indispensable. D'ailleurs, c'est dans ce cadre que s'inscrit notre texte qui traite de l'interaction. D'ailleurs, c'est dans ce cadre que s'inscrit ce texte d'Einstein qui traite du rôle de la philosophie dans l'activité scientifique. À la question quel rôle la philosophie joue dans l'activité scientifique, Einstein répond que la philosophie permet à la science de réfléchir davantage face à ses limites afin d'avoir une meilleure compréhension du monde. Pour asseoir, justifier sa thèse, ou encore, si vous voulez, dites, ce texte structure autour de quatre arguments. Einstein commence par préciser l'importance du rôle de la philosophie dans le travail scientifique. Ensuite, il montre la contribution de la philosophie par rapport à la science, par rapport à la question méthodologique. En outre, il montre aussi que la science joue un rôle important, en ce sens qu'elle permet à la philosophie de simplifier ses concepts abstraits. Et enfin, il conclut que vu la nécessité de l'apport de la philosophie par rapport à la science et l'apport de la science par rapport à la philosophie, alors il est nécessaire que les deux cohabitent, il est nécessaire que les deux interagissent, il est nécessaire que les deux s'accompagnent dans la mesure où l'une a besoin de l'autre afin de permettre à l'homme d'avoir une meilleure compréhension du monde qui l'entoure, mais aussi une meilleure compréhension de soi. Et d'ailleurs, il y a une très belle citation de Socrate qui peut permettre même d'introduire ce sujet. Homme, connais-toi toi-même, tu connaîtras les dieux et les univers. Ces propos d'Einstein mettent en évidence ou stipulent la connaissance de soi qui permet d'avoir une compréhension de l'extérieur, c'est-à-dire de l'univers. Et là aussi, quand je parle de la compréhension de soi, je fais allusion à la réflexion philosophique qui doit nous permettre de comprendre en aval les mystères de l'univers, et donc l'interne et l'externe. Voilà ce qu'il y a à dire
par rapport à l'introduction, par rapport aux différentes techniques qui peuvent éventuellement vous permettre, ce qui ne sont pas les seules, vous pouvez avoir une autre tournure. Ça, c'est juste une simple présentation, en tout cas, qui peut vous permettre effectivement de réussir votre introduction. Et là, je me mets dans la peau de Descartes en disant avec ce dernier que les techniques que je viens de vous donner ne seront jamais nuisibles pour vous. Par contre, si elles ne peuvent pas vous permettre de mieux voir, en aucun moment, elles ne peuvent pas vous nuire aussi. Et donc, ce qui veut dire implicitement, elles vont vous apporter quelque chose. Et donc, vous avez maintenant la parole. La parole maintenant est à vous. Des questions ou des contributions par rapport à ce qu'on vient de dire, plus précisément sur l'introduction ou à propos de l'introduction. S'il y a des gens qui veulent parler, qui veulent contribuer ou apporter des critiques, vous pouvez lever vos mains et puis ça passe. Y a-t-il des gens qui veulent contribuer? Oui, Tamsir Malikebe. Mohamed Gueye, allez-y. J'ai Oui, pour le thème suñ duggee si thème texte bi par rapport. thème texte bi suñ si duggee euh, mënoo indi le Faites rapport un entre petit, s'il vous plaît, faites un effort pour parler en français, quoi. S'il vous plaît. Allez, sept thèmes Mohamed. Oui, sept thèmes le thème, oui. man mën nañ joxe beneen sept texte Ce texte, oui. waaw mun ñu ko mën nañ joxe beneen thème bokkul loolu. Vous pouvez aussi parler si vous voulez, en vos termes, complémentarité entre philosophie et science, ou bien vous proposez quoi? Man rapport entre la philosophie et science. Mais vous n'avez pas précisé. Lui, il a précisé le type de rapport dans le texte. Et donc, il faut préciser le type de rapport. Il ne parle pas d'un rapport de distinction, mais ici, il parle d'un rapport de compatibilité de l'alliance entre philosophie et science. Ok. Donc, c'est bien de préciser. Ça va? Yeah. Hey. D'accord. Quel autre veut contribuer? Suñ demee si quatrième kii si structure du texte bi Comment? structure du texte bi Oui, la structure du stru- texte. waaw Mohamed. Oui. soo indee soo indee sa paragraphe 4 de mënoo indi la complémentarité entre la philosophie et la science. Oui. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. C'est déjà bien, Mohamed. Mohamed, vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, j'ai beaucoup aimé vos contributions. C'est vraiment courageux de votre part. Et je pense que vous êtes en train de faire des efforts extraordinaires. Et l'autre chose, un autre conseil que j'aimerais vous donner, c'est-à-dire, maintenant, il ne vous reste juste qu'à travailler sur l'expression. Habituez-vous à parler en français et vous allez voir. Vous allez réussir, Mohamed. Moi, je crois en vous. Vos Oui. questions sont très pertinentes. Est-ce que ça va, Mohamed? Oui. Oui. Alors, je vous suggère d'aller acheter le livre Bleds, de lire davantage, mais au-delà de ça aussi, habituez-vous à parler. Ça doit être un objectif. Prochain cours, Mohamed Leleni, j'aimerais vous voir ici parce que je vous donnerai la parole pour montrer à tout le monde Oui. que vous avez fait des efforts en termes d'expression orale. C'est bon, Mohamed? Oui. Oui. Merci beaucoup. Tamsir Malik Kebe, vous avez la parole. Oui, Tamsir, nous vous écoutons. Est-ce qu'on peut présenter l'auteur du texte avant de commencer le thème? Oui, j'ai dit, ce texte d'Einstein. Si vous voulez, dites extrait de la lettre, de son lettre adressée à Maurice Levin. Est-ce que vous comprenez? Oui, parce que je l'ai fait en composition, le prof m'a dit que c'était pas philosophique. D'accord, il n'y a qu'un souci. Dans tous les cas, pour l'instant, faites ce qu'il vous demande. D'accord. Vous n'avez pas présenté l'auteur le jour de la composition. Tamsir, est-ce que vous n'avez pas présenté l'auteur le jour de l'examen, de la composition? Si je l'ai présenté, Il vous a dit de ne pas présenter l'auteur. oui.
Là, d'accord, en fait, c'est juste des, je ne dirais pas des confusions, mais c'est juste parfois, voilà, des points de vue qui, qui, qui peuvent varier d'un individu à un autre. Mais dans tous les cas, si le jour de la composition, l'examen final bac, il y a le nom de l'auteur, Mohamed, il faut présenter le nom de l'auteur. Tamsir du moins. D'accord, Oui. C'est d'accord, bien d'accord. quoi. Si le texte ne contient pas le nom de l'auteur, oui, tu peux aller directement. Mais si le texte dans le texte, il y a le nom de l'auteur. Il faut présenter au moins le nom de l'auteur. Parce que sinon, on ne saura pas c'est qui. D'accord, d'accord. D'accord. Il y a, Merci beaucoup. comment dirais-je, Ndeye Choi, qui dit qu'elle ne comprend pas la thèse. La thèse, j'ai dit, c'est clair. La thèse, c'est la réponse que Einstein donne par rapport à la question soulevée. Il répond à la question, quel rôle la philosophie joue dans la science? Et selon lui, la philosophie doit permettre à la science, face aux limites méthodologiques, de se poser des questions fondamentales pour avoir une meilleure compréhension. En langage très simple, pour Einstein, la philosophie doit permettre à la science d'avoir, comment dire, doit permettre à la science de se poser des questions fondamentales pour au moins avoir une autre vision des choses. Donc ça, c'est la thèse d'Einstein. Il y a Marie-Pierre Chan qui dit que, monsieur, l'introduction du commentaire de texte a combien de parties? Quatre ou bien? J'ai dit, commencez par d'abord présenter le thème, ça fait un. Le problème, 2. La structure du texte, 3. Quatrième partie, ce n'est pas une obligation, c'est une recommandation. Ça, c'est la question d'objection, c'est-à-dire la question qui doit vous permettre d'annoncer la discussion. Soit, si vous voulez, vous la posez dans l'introduction, mais si vous ne voulez pas aussi, ne la faites pas. Mais l'idéal serait de poser la question de la discussion dès l'introduction. Donc, si vous posez la question d'objection, finalement, ça fera 4. Mais au pire des cas, les trois éléments-là, le thème, le problème, la thèse, non, les quatre éléments-là, le thème, le problème, la thèse et la structure, doivent apparaître dans l'introduction, obligatoirement. Le cinquième élément, c'est la question d'objection. Elle n'est pas une obligation. Donc, si on ajoute la question d'objection, ça fera 6. Mais le thème, un. Le problème, 2. La thèse, 3. La structure du texte, 4. Les quatre éléments-là doivent apparaître dans l'introduction. Donc, à la question combien de parties 4, je peux vous dire oui. Mais si vous voulez ajouter la question d'objection, ça fait 5. Donc, au total, minimum et maximum, c'est 5 éléments. Le thème, le problème, la thèse, la structure du texte et la question d'objection. Au minimum, le thème, le problème, la thèse et la structure. Mais maintenant, la question d'objection, vous allez la développer directement au niveau de la discussion. Et donc, il faut qu'on s'accorde sur ça. Les différentes parties de l'introduction. Vous avez le thème, vous avez le problème, vous avez la thèse, la structure du texte et la question d'objection. Mais la question d'objection n'est pas une obligation, c'est un idéal de préciser la question que vous allez aborder dans la discussion de l'introduction, ce qui fera 5. Mais à défaut de ça, vous pouvez directement la développer dans la discussion. Dans ce cas, vous vous retrouverez avec 4 éléments dans l'introduction. Alors, c'est un message qui a été écrit. Maintenant, il y a Ndei Choi à qui nous allons donner la parole. Ndei Choi, vous avez la parole. Monsieur, Oui, Ndei Choi, nous vous écoutons. dans ce texte, Oui, vous avez utilisé une critique positive. moi, j'ai décidé de faire une Dit- critique positive. Positive, oui, dit tes auteurs. Oui. Mais que serait la critique négative? La critique négative était de dire que cette thèse d'Einstein peut être remise en cause dans la mesure où, pour certains, la philosophie et la science sont deux domaines différents. Donc là, dans la deuxième partie, l'autre critique négative que vous pouvez Ok. formuler, c'est qu'il ne faut pas parler d'interaction entre philosophie et science dans la mesure où elles sont deux domaines différents. Donc, vous allez parler de divergence entre philosophie et science. Yes, ok. C'est bon, Choi? Mm. Choi, est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. D'accord. J'ai dit, si c'est une critique négative que vous voulez formuler, Einstein, dans son texte, lui, il soutient l'idée de compatibilité entre philosophie et science. Donc, si vous voulez faire une critique qui s'oppose à sa position, c'est de dire Mhm. qu'il ne faut pas comment dire, allier la philosophie et la science. Il faut les diviser. Pourquoi? Parce que c'est deux domaines différents
qui ont des approches différentes. Ok. Mais là, moi, j'ai décidé de faire une critique positive, dire que la thèse d'Einstein est aussi partagée par certains philosophes, par certains scientifiques comme Newton et Hawking. Donc, dans ma discussion, je vais d'abord développer en quoi Newton postule l'idée d'interaction entre philosophie et science, en quoi Hawking postule aussi l'idée d'interaction entre philosophie et science. Parce que Newton, pour lui, il faut combiner les deux. Voilà pourquoi il a appliqué les mathématiques dans le champ philosophique. D'où le titre même de son ouvrage monumental intitulé Les principes mathématiques de la philosophie naturelle. Il y a aussi Stephen Hawking dans son livre Une brève histoire du temps, pour qui ce qu'on appelle les philosophes les scientifiques d'aujourd'hui ne sont rien d'autre que les philosophes de Zadis. Autrement dit, selon lui, Hawking, il n'y a plus de philosophes, car les philosophes d'aujourd'hui sont devenus des scientifiques. Et il a parfaitement raison. Ce qu'on appelle aujourd'hui des épistémologues, ce sont des philosophes des sciences. Ils sont des scientifiques, mais en même temps des philosophes. Exemple, vous avez Karl Popper, vous avez Rudolf Carnap, vous avez Gaston Bachelard, vous avez Pierre Durkheim, vous avez Willard van Orman Quine, vous avez Boltano, vous avez les Frege, vous avez énormément d'épistémologues. Les Kant, ils sont tous des épistémologues, mais en même temps des scientifiques, Descartes aussi. Et donc, ils sont à la fois scientifiques et philosophes. Einstein lui-même, il en est un. Et donc, du coup, l'idée d'interaction entre philosophie et science n'a pas commencé par Einstein et n'est pas terminée par Einstein, dans la mesure où, avant Einstein, il y avait Newton qui postulait cette idée, et après Einstein, il y avait Stephen Hawking qui soutenait la même idée. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, au XXIe siècle, on ne parle plus de distinction, d'opposition entre les sciences, en l'occurrence philosophie et sciences, mais on parle plutôt d'interaction entre les sciences, plus précisément entre philosophie et science. Voilà ce qu'il y a Ok. lieu de comprendre. Alors, nous allons donner la parole maintenant à Khadija Diop. Khadija, vous avez la parole. Khadija Oui. Diop, vous avez la parole, oui? Dans le livre de Fatma Tako Soumaré et de Djibril Diouf, Oui. euh, parmi les étapes de Il faut l'introduction, parler un peu fort, s'il vous plaît. parmi les étapes de l'introduction, Oui. et après présenter brièvement le texte, donner le thème, poser le problème, donner la thèse, il nous demande aussi de décliner le mouvement du texte. Oui. Mouvement signifie structure du texte. C'est quoi? Mouvement du texte, soit vous dites structure du texte, ou encore vous dites plan. C'est la même chose. Soit Hmm, on dit les différentes parties du texte, soit vous dites mouvement du texte, soit vous dites structure du texte. C'est la même chose. C'est la même chose que le plan. Oui. Hmm, d'accord. Merci. D'accord. Et on donne la parole à Insa Sadio maintenant. Insa, vous avez la parole. Insa, vous avez la parole. Oh oui, vous parlez plutôt le texte, on ne montre pas les paragraphes, on n'espace pas les paragraphes. Par Oui. inattention, je n'avais pas entendu et bien compris cette partie. Pouvez-vous revenir dans cette J'ai partie? dit, vous avez deux textes possibles. Soit le texte qu'on vous donne est construit par paragraphe, soit c'est un texte construit à bloc unique. Autrement dit, il n'y a pas de paragraphe, tout est serré. Et dans ce cas, pour trouver la structure du texte et le nombre de parties du texte, référez-vous aux idées et aux connecteurs logiques. Les idées sont connectées par des connecteurs logiques, d'où connecteurs. Les connecteurs connectent les idées. Est-ce que ça va? Oui, ça va, ça va. Merci beaucoup. Et maintenant, revenons au message. Il y a, il y a Mariam qui dit comment la curiosité intellectuelle peut-elle influencer notre capacité à faire des découvertes scientifiques significatives? Selon les idées exprimées par Einstein dans sa lettre à Maurice. Je reprends la question. Comment la curiosité intellectuelle peut-elle influencer notre capacité à faire des découvertes scientifiques significatives? Selon les idées exprimées par Einstein dans sa lettre à Maurice. Ah, écoutez, Mariam, en fait, Einstein, c'est un physicien qui est façonné, omnibulé par ce qu'on appelle des expériences de pensée. Et dans son livre même, je cite son passage, Conception, comment je vois le monde, il dit, je le cite,
toute l'activité scientifique n'est rien d'autre qu'un travail de raffinement des choses quotidiennes de la vie. Qu'est-ce que cela signifie? Selon Einstein, par notre curiosité, nous arrivons à nous interroger sur tout et à un moment donné, on arrive à émettre, à formuler des idées scientifiques ou encore on arrive à faire des découvertes scientifiques. Un exemple, Einstein, en 1945, avant de découvrir sa théorie de la relativité générale, il avait formulé des principes, mais il y a un principe qui manquait. Je dirais, il avait trouvé un principe, un des principes. Et un de ces principes-là, c'était quoi? C'était la masse inerte. Vous comprenez? C'est-à-dire la masse inerte. Alors, le second principe, il avait du mal à trouver ça. Mais il a été invité par le comité scientifique, il était entré dans l'ascenseur. Et quand l'ascenseur chutait, Einstein avait senti des frissons. Et une fois descendu, au lieu d'aller présenter son fameux principe qu'il avait trouvé, Einstein a été réticent. Il a remis en cause. Il s'est dit, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas. Lors de ma chute, j'ai senti des frissons. Je n'ai pas senti mon propre poids, ma masse. L'ascenseur, moi, mon sac et les papiers, tout semblait être, comment dirais-je, décollé, en suspension. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là où Einstein, à partir de cette expérience dans l'ascenseur, il a trouvé l'accélération, c'est-à-dire la masse pesante. Et c'est par là, à partir de ces deux principes, qu'il a déduit la théorie de la relativité générale, c'est-à-dire sa gravitation. Et donc, la gravitation repose sur deux principes, le principe de masse inerte et de masse pesante. Pour répondre à ta question, à partir de cette simple curiosité, Einstein a pu mettre en place une théorie fantasmagorique aujourd'hui appelée la théorie de la relativité générale d'Einstein. Et cette nouvelle conception de la gravitation a remis en cause la gravitation newtonienne. Aujourd'hui, la gravitation n'est plus une force, comme l'avait euh, comme l'avait démontré Newton. La gravitation aujourd'hui n'est rien d'autre qu'une courbure de l'espace-temps par énergie masse. Et donc, l'idée d'une gravitation comme étant une force, les choses ne s'attirent pas. Il n'y a plus de force aujourd'hui. Mais on parle là plutôt de courbure. Une déformation de l'espace-temps qui est malléable par quoi? Par effectivement l'énergie masse. Donc, quand le corps se déplace, il distorse l'espace-temps et cela fait que les corps qui ont moins de masse rejoignent la trajectoire du corps lourd. Et donc, du coup, ça crée ce qu'on appelle un champ magnétique qui sera à l'origine d'une déformation de l'espace-temps et ce qui va engendrer la chute. Donc, la chute d'un corps n'est plus liée à une force quelconque parce que Newton, même dans les principes mathématiques, il était fatigué, il a même avoué que finalement, lui, Newton, il ne sait pas c'est quoi cette force. Et pour au moins éviter, comment dirais-je, cette limite, il a proposé l'hypothèse d'un l'éther, mais il avait du mal à démontrer l'hypothèse de l'éther. Et par conséquent, il attribue cette force à Dieu. Quand vous lisez les Principia mathématiques de Newton, à partir de la page 454, c'est là où il précise, quand il définit l'espace et le temps, les mêmes attributs qu'il confère, qu'il inflige à l'espace-temps, il confère ça aussi à Dieu. Voilà pourquoi, selon lui, l'espace et le temps sont absolus. Et donc, on sait que l'un des attributs de Dieu aussi, c'est l'absoluité. Et donc Newton n'a pas pu régler cela. Voilà pourquoi Einstein va lui écrire une lettre en lui disant, Newton, il n'y a pas de force, la force n'existe pas. La gravitation n'est rien d'autre qu'une courbure de l'espace-temps par l'énergie masse. Donc aujourd'hui, cette conception newtonienne se limite uniquement à l'époque classique, d'où la physique newtonienne ou la mécanique newtonienne. Aujourd'hui, ce qui est au top, c'est que la gravitation n'est plus une force, mais une courbure de l'espace-temps. Et donc, dans cette lettre d'Einstein, c'est ça d'ailleurs l'enjeu que tu poses. Parce qu'à la fin de la conclusion, cette question, si tu la réponds, ça veut dire que tu as fait une belle intervention en ce qui concerne l'enjeu du texte. On peut dire,
À partir de ce texte d'Einstein nous a permis que la curiosité intellectuelle peut nous permettre effectivement de déboucher sur des inventions ou des découvertes scientifiques. Merci encore une fois pour ta question. Est-ce que ça va pour l'instant? Êtes-vous satisfaite? Monsieur, comment faire la discussion? On n'est pas encore arrivé à la discussion. Le prochain cours, on prendra le temps de détailler. J'aimerais vous expliquer étape par étape les choses. Si l'introduction elle est déjà comprise, alors je vous dis bravo. Prochain cours, nous allons développer davantage cette deuxième partie du commentaire qui est là, qui est le développement. S'il vous plaît, activez mon micro. Bon, Mme Gore, oui, votre micro maintenant est activé. Votre micro est activé. Euh, on ne peut pas diminuer la structure du texte. Vous pouvez reformuler autant que possible. C'est moi qui vous ai donné cet exemple pour que les choses soient claires. Mais on peut résumer davantage. Donc, Mariam, si vous voulez ajouter quelque chose, nous vous écoutons. Je suis désolée, c'est au niveau de mon micro, ça passe, c'est parce que quoi. Il n'y a qu'un souci, ça arrive. D'accord. Bon, je disais que Einstein, il soulevait sa question pour plusieurs raisons importantes qui reflètent sa pensée profonde et sa vision intégrante de la connaissance. Mhm. Quand il a soulevé la question, quand vous avez dit que euh, dans ce texte Instinct, il est question du rôle de la philosophie dans l'activité scientifique. Scientifique. Maintenant, euh, voici les quelques points clés. Pourquoi il a soulevé cette Oui. question? Moi, je pensais que c'était l'interconnexion entre la science et la philosophie. J'ai dit que oui, ça peut être aussi une formulation. Et on peut dire carrément que inspiration pour l'innovation. Inspiration pour? L'in- l'in- L'innovation. Bon, ce concept peut être un peu confus aux yeux de certains correcteurs. Et donc, la meilleure manière, c'est de choisir des concepts accessibles, fluides, afin de permettre aux correcteurs de mieux comprendre votre pensée. Parce que c'est ça le but aussi. Rassurez-vous que vous soyez compris par vos correcteurs. D'accord. Ouais. Mais sinon, ta question, elle est pertinente. D'accord, merci. Je vous en prie. Dans le développement, on développe la question d'objection. Ou bien, mais oui, c'est la deuxième partie, c'est ça la discussion. La question d'objection, c'est la discussion. Encore une fois, ne vous précipitez pas. Nous allons entrer dans les détails et je vais mettre à votre disposition. Luttez contre la paresse. Faites du sport. Soyez attentifs, soyez à l'écoute. C'est le moment de se fixer maintenant un plan clair, un contenu clair, des informations claires. C'est ce que vous allez apporter le jour du bac. Le temps de jeu est fini. Et donc, on se concentre, disons, focus sur l'essentiel. On a ce bac, basta, c'est fini, et puis on a notre paix, on a notre bonheur. Aussi simple que cela. C'est l'objectif final. Et donc, disons ensemble, vive le bac, on l'a déjà obtenu, il ne reste que maintenant à prouver cela à partir d'un travail acharné. Et donc, Takana Academy vous remercie énormément de votre patience, mais aussi de votre courage. Et assistez à tous les cours, vous n'avez rien à faire. Et donc, du coup, ça vous permettra d'avancer à partir de ce que nous avons fait. Merci pour aujourd'hui, c'est tout. Nous vous remercions.